Mon nom est Martin Coiteux et vous écoutez Éclairage, le balado de HEC Montréal qui veut démystifier les enjeux au cœur des débats citoyens. On s'en doute bien, là, la croissance du produit intérieur brut, c'est en grande partie, c'est en très grande partie tributaire de la consommation des ménages. C'est les ménages qui tiennent, si on prend la dépense effective des ménages, c'est les consommateurs qui tiennent l'économie à bout de bras. Là. Bon. Et ces mêmes consommateurs-là, depuis une quarantaine d'années, s'endettent de plus en plus. Donc, on a une croissance économique, tout le monde applaudit, tout le monde veut du 3 % de croissance PIB par année, sans réaliser que c'est les ménages qui doivent l'amener, puis que ces mêmes ménages-là doivent s'endetter de plus en plus. Si tu fais une projection linéaire, à un moment donné, on frappe un mur. Ça ne peut pas faire autrement. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens de la classe moyenne élevée avec de très bons salaires, mais aussi avec une grande quantité de cartes de crédit, avec des limites élevées. À l'époque, on donnait des cartes de crédit, on avait 1000, 2000, 3000 de crédit. Là, moi, je vois des cartes de crédit de 75 000 de limite à 20 %. C'est quand même significatif. Et tout est mis en place pour qu'on perde un peu le fil de l'histoire. Depuis quelques décennies déjà, deux mots semblent s'être convertis en l'étoile polaire de nos sociétés. Ces deux mots sont croissance économique. Et cette croissance, on le sait, repose en majeure partie sur notre désir de consommer toujours plus de biens et de services. Ce désir est par ailleurs attisé de toutes parts, et pas seulement par les entreprises qui développent de nouveaux produits et ont bien entendu besoin de nous les vendre, mais aussi par les gouvernements qui nous encouragent à consommer afin de faire rouler l'économie de laquelle ils tirent les recettes fiscales avec lesquelles ils financent les services publics. Nous vivons donc dans une véritable société de consommation. Pour celui et celles qui sont nos invités dans cet épisode d'éclairage, cette société de consommation a de sérieux problèmes. Elle est peut-être même condamnée. En tout cas, elle doit changer. Je vais vous les présenter sans plus tarder. Alors, j'ai le très grand plaisir de recevoir à Éclairage aujourd'hui Jacques Nantel. Jacques est membre de l'Ordre du Canada et professeur émérite de marketing à HEC Montréal, où il a enseigné pendant près de 40 ans. Il a siégé et siège toujours au sein de nombreux conseils d'administration. Isabelle Thibault est anthropologue et conseillère en insolvabilité et en finances personnelles. À ce titre, elle accompagne des consommateurs, parfois riches, souvent pauvres, qui sont tombés dans le piège de l'endettement. Alors, Jacques, Isabelle, vous avez évidemment des parcours très différents, mais il y a certainement quelque chose qui vous a réunis parce que vous avez publié récemment ensemble un livre aux éditions Somme Toute. Le livre s'intitule « C'en est fait de notre société de consommation ». Jacques, Isabelle, bienvenue à Éclairage. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, j'aimerais commencer par la question suivante, puis je vais reprendre ma question à peu près dans les mots que vous utilisez dans le livre. Jacques se décrit comme un professeur de marketing de droite, alors qu'Isabelle se décrit comme une anthropologue de gauche. Je me demande évidemment, puis je pense que nos auditeurs se posent la même question, qu'est-ce donc qui vous a réunis? Comment est né ce projet d'un livre en commun? Bonne question. Tu veux commencer, Isabelle? Ben oui, je peux. En fait, on s'est rencontrés sur différents plateaux de télé. On était souvent en opposition. C'était invariablement intéressant. Et c'est comme si on avait la chance à nous deux de faire le tour du spectre de la société de consommation. Et au final, on se rend compte, justement, on se rend compte qu'on se rencontre souvent, malgré des postures qui sont différentes. On arrive souvent à des constats communs. Fait que ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, c'est peut-être que Jacques s'affaire à mettre des gens dans le trouble depuis une quarantaine d'années. Et moi, je m'affaire depuis plus de 25 ans à tenter de les sortir du trouble. Voilà.
À charge de défense, je dois dire que on ne peut pas plus classique comme analyste, comme spécialiste du marketing. Je suis venu au marketing parce que je croyais, et je crois encore fondamentalement, contrairement à ce que l'on pense très souvent, que le marketing peut très bien fonctionner sans créer de besoins. Le marketing peut créer des besoins, ça, il n'y a pas de doute. Mais l'essence même du marketing, lorsqu'on retourne même à l'étymologie du mot marketing, sa création, parce que le mot marketing, au départ, était même pas un mot, c'était même pas un nom, c'était un verbe. The marketing of. Comment on rend un produit de la manière la plus efficace pour répondre à des besoins des consommateurs. Ça, c'est 1920 aux États-Unis, département d'agriculture. Et j'ai toujours cru que le marketing ne crée pas de besoins. Le marketing doit s'employer à bien comprendre les besoins des consommateurs et à y répondre. Mais évidemment, dans une perspective de société qui cherche une croissance, c'est beaucoup plus facile, on va se l'admettre, de créer 8 modèles de voitures, 5 sortes de dentifrices pour dire, bien, au total, on va faire consommer davantage, plutôt que de s'arrêter en disant, chers concitoyens, de quoi est-ce que vous avez vraiment besoin? Alors, moi, j'ai toujours cru que la société pourrait beaucoup mieux fonctionner si on avait, à titre d'exemple, un transport en commun qui se tient, qui soit décent, plutôt que d'avoir plus de voitures. OK? Et c'est ce genre de réflexion-là qui nous a amené, Isabelle et moi, à se parler. Puis à un moment donné, Isabelle, et on reprend le mot dans le livre, Isabelle reprend le mot dans le livre, lorsqu'elle dit, si tu crois vraiment là, que le marketing, c'est de répondre à des besoins des consommateurs, bien, Colin, ouvre-toi les yeux, il y en a plein autour de toi auxquels vous ne répondez pas. Et ça m'a interpellé. Ça m'a toujours interpellé. Je suis de ceux qui croient qu'on peut aller chercher une croissance économique de manière aussi soutenue, de manière aussi confortable, mais de manière beaucoup plus logique et rationnelle si on choisit ses combats. Alors, bref, c'est pas mal ces deux postures-là qui nous ont réunis. On va décortiquer un petit peu plus là, le livre. On va passer à travers certaines sections qui m'apparaissent. Ben, tout le livre m'est apparu intéressant, là, soit dit en passant, parce que je l'ai lu d'un trait. Hein. Je l'ai lu d'un trait, j'y ai trouvé beaucoup de matière à réflexion. Mais on voit à la lecture du livre que vous partagez, là, vous avez des perspectives différentes, bien entendu, mais vous partagez, me semble-t-il, 2 inquiétudes principales. La première, là, peut-être, là, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est ce lien qui existe entre nos modes de consommation qui sont très énergivores, peut-être même notre surconsommation, les liens entre ça, évidemment, l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, la dégradation de nos écosystèmes. Ça, je pense que c'est une grande préoccupation qui est exprimée dans votre livre. Mais la deuxième, c'est l'endettement de plus en plus étouffant des familles, des ménages, des personnes dans notre société. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a une de ces préoccupations qui est plus importante que l'autre et qui a motivé le livre? Bien, c'est sûr que probablement de par mon travail, de voir l'impact sur les gens qu'a l'endettement et de voir aussi la posture qu'on a collectivement à ne pas réaliser que les consommateurs sont devenus des batteries, hein, vous parliez d'énergie, mais des batteries à faire rouler l'économie en leur proposant d'avoir des moyens de croire que leurs revenus sont des ressources infinies, hein, qu'on appelle du crédit, qui se meut en endettement, de dire ça aux gens, de ne jamais admettre collectivement que cet exercice-là, il est social, économique, structurel, systémique, mais qu'une fois qu'on a des dettes, une fois qu'on a des difficultés financières, la responsabilité est invariablement et définitivement, exclusivement individuelle. Et ça, pour moi, c'est une façon de surresponsabiliser le consommateur et en fait de lui retirer une portion de son pouvoir. Parce qu'on a fini vraiment par créer une relation identitaire entre la personne, son argent et sa réussite financière. Alors qu'on oublie trop souvent d'inscrire les consommateurs dans une réalité systémique. Et si on se lève debout puis on porte notre regard un peu plus loin, on ne peut pas regarder ça sans en voir les impacts sur l'environnement. Donc, pour moi, c'est 2 éléments qui vont de pair, mais je dirais que dans mon processus, dans mon
processus de conscientisation. Il y a d'abord eu les gens, l'endettement, une lecture plus systémique, puis une lecture plus globale qui fait qu'on ne peut pas ne pas lier les deux lectures. Et si on n'arrive pas à adopter d'autres façons d'être en relation avec l'argent, d'être en relation avec le travail, d'être en relation avec l'économie, ben c'est pas grave, l'environnement va nous pousser à devoir le faire. Fait qu'il est peut-être minuit et quart pour l'environnement, mais il est peut-être encore minuit moins quart pour nos habitudes de consommation et peut-être qu'il nous resterait 15 minutes pour se positionner de telle sorte qu'on soit pas contraint de mettre en place des éléments qu'on n'aurait pas choisi de faire. Toi, Jacques, est-ce que tu as une inquiétude plus grande par rapport à l'une ou l'autre des deux dimensions? J'ai une inquiétude et je partage tout à fait la position d'Isabelle, mais j'ai une inquiétude sur les deux plans. Sauf que les deux plans ne se manifesteront pas de la même façon et dans la même séquence. Malheureusement, moi, je pense que les changements climatiques, et on le voit notamment par les temps qui courent, là, il y a malheureusement, une espèce de posture de résignation, presque d'aliénation de la part des citoyens en se disant, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, nous autres? T'sais? Des citoyens, des institutions, on peut se le dire aussi, malheureusement. Et s'il y a un endroit où je me dis, ça va arriver sur le tard, mais il y a un changement qui va s'opérer, c'est dans la logique plus économique. C'est-à-dire que, on s'en doute bien, là, la croissance du produit intérieur brut, c'est en grande partie, c'est en très grande partie tributaire de la consommation des ménages. C'est les ménages qui tiennent, si on prend la dépense effective des ménages, c'est les consommateurs qui tiennent l'économie à bout de bras. Là. Bon. Et ces mêmes consommateurs-là, depuis une quarantaine d'années, s'endettent de plus en plus. Donc, on a une croissance économique, tout le monde applaudit, tout le monde veut du 3 % de croissance PIB par année, sans réaliser que c'est les ménages qui doivent l'amener, puis que ces mêmes ménages-là doivent s'endetter de plus en plus. Si tu fais une projection linéaire, à un moment donné, on frappe un mur. Ça ne peut pas faire autrement. Et c'est cet élément-là qui nous rejoint, Isabelle et moi, parce qu'on est convaincus que le déclencheur, il va être là. Il risque d'arriver, malheureusement, sur le tard. Mais celui-là, on ne pourra pas y échapper parce qu'il est tributaire d'une bête logique économique qui est de dire, regarde, tu ne peux plus t'endetter autant. Puis là, il y a quelqu'un qui va tirer une sonnette d'alarme, comme ça commence de plus en plus à être le cas pour beaucoup de ménages. Malheureusement, il n'y a pas de sonnette d'alarme qui sonne nulle part, si ce n'est des catastrophes écologiques. Mais ça, on se dit, puis il y a encore bien des gens qui se disent, voyons donc, des feux de forêt, il y en a toujours eu. Voyons donc, des tsunamis, il y en a toujours eu. L'endettement des ménages, des gens qui se plantent, là, il y en a eu. Mais quand ça t'arrive à toi, là, à un moment donné, tu peux commencer à changer. Moi, je pense que c'est le volet endettement des ménages qui va être le premier des deux déclencheurs à s'activer. Parce que cet endettement-là, on parle tellement de l'endettement public, hein, on en parle probablement avec raison, et on dirait que l'endettement des ménages, lui, pour l'instant, en tout cas, il passe un peu plus sous le radar, mais les ménages sont beaucoup plus endettés que les gouvernements. Absolument. Absolument. Puis si on a le malheur d'en parler à quelques émetteurs de crédit que ce soit, on va nous dire oui, mais ça inclut la dette hypothécaire, qui est quand même, une bonne dette, ce qui est en partie vrai. Si on exclut, et moi je le vois de plus en plus, les gens ont maintenant des marges hypothécaires. Je vois des gens qui remboursent les intérêts de la marge hypothécaire depuis 15 ans puis ont à peu près rien de donné sur l'actif lui-même. Si on exclut cette portion-là, on peut quand même se dire que la dette hypothécaire ne représente pas du tout la majorité de l'endettement des ménages au Canada. Isabelle, je me pose la question parce que tu as plusieurs années là, d'intervention, de pratique auprès de ménages en détresse financière, finalement. Est-ce que le portrait de ceux et celles qui viennent chez toi a changé à travers le temps? Oui, le portrait a changé et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens de la classe moyenne élevée avec de très bons salaires, mais aussi avec une grande quantité de cartes de crédit, avec des limites élevées. À l'époque, on donnait des cartes de crédit, on avait 1000, 2000, 3000 de crédit. Là, moi, je vois des cartes de crédit de 75 000 de limite à 20 %. C'est quand même significatif. Et tout est mis en place
pour qu'on perde un peu le fil de l'histoire. On n'a plus de fonds de roulement parce que la marge de crédit remplace cet outil budgétaire-là. On n'a plus de fonds d'urgence parce qu'une carte de crédit peut très bien nous dépanner en cas de pépin. J'ai rencontré un couple dernièrement, mon Dieu, très bon salaire, architecte, designer, presque 12 000 $ de salaire net par mois. Et sur la liste des dettes que je compilais avec eux, il y avait 133 000 $ de dettes de carte de crédit. Et quand je demandais à quoi avait servi cet argent-là, tout ce qu'on trouvait à me dire, c'est que c'était de la nourriture pour les chats. Oui, il y avait des chats très obèses où il n'y avait aucune idée de où allait leur argent. Et c'est pas des gens qui sont perdus, c'est pas des gens qui manquent d'éducation. C'est juste que, bonhomme à l'an, ça se construit, cet endettement-là. Puis c'est des gens qui sont au début de la soixantaine, qui ont dû réhypothéquer leur duplex et qui se retrouvent avec un actif sur lequel ils ne pourront pas s'appuyer pour leur retraite. Et ça, on en voit de plus en plus. Parce que ce qu'on nous dit toujours, c'est que, vous le méritez bien, hein, ça vaut la peine de consommer. Vous êtes plus riche que ce que vous croyez. Que vous ne le croyez, absolument. Puis c'est ça le crédit, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Fait que oui, on pourrait se dire, là, franchement, avant d'utiliser 133 000 $ de carte de crédit puis de ne pas savoir où est allé ton argent, réveille. C'est sûr, on a une responsabilité individuelle, mais je pense pas que l'éducation fasse le poids dans ce système-là où tout est facile et où, sur la seule base d'être capable de rembourser son paiement minimum au montant dû à la date convenue te permet d'avoir 10 000 $, une carte de 10 000 $ de crédit de plus. Et si je peux rajouter, ça, c'est quand même assez fascinant parce que j'ai travaillé beaucoup dans ma carrière dans le domaine du commerce de détail, forcément la consommation, bien entendu, mais le pendant de ça, c'est le commerce de détail, le commerce électronique par voie d'extension. Et je suis assez vieux pour me souvenir que, par exemple, dans le domaine du meuble, je vais prendre celui-là, mais pour prendre l'automobile, c'était pareil. Tu avais à l'époque, et là, je vais dire un truc que seuls les très anciens qui nous écoutent vont se souvenir. Tu avais un truc qui s'appelait les plans mise de côté. Tu voulais un nouveau mobilier de salon, tu avais la possibilité de faire un plan de mise de côté. On disait, c'est celui-là que je vais venir le chercher dans 2 ans quand j'aurai fini de le payer, puis je vous paie tant par mois. OK? C'était comme de l'épargne forcée dédiée à quelque chose. Le marchand, lui, ça faisait son affaire parce que ça lui donnait sa liquidité dont il avait besoin. Il n'avait pas besoin d'emprunter à la banque. Soudainement, tout ça a été inversé. On donne le crédit au consommateur avec, évidemment, les risques que ça comporte. On enlève la possibilité au marchand, à moins que le marchand soit lui-même, comme les Amazon, les Labés de ce monde, émetteur de crédit. On enlève cette possibilité de se financer. Et puis après, on se dit, non, on n'a pas vraiment financiarisé l'économie de consommation. On l'a financiarisé complètement. Complètement. Et tout ça s'est fait sur une vingtaine d'années. Et je tiens à mentionner que ce que l'on dit, Isabelle et moi, n'est pas engendré par une posture morale. Pour nous autres, c'est des constats. Il faut juste en être conscient. Puis ça nous amène à certains endroits. Il faut juste en être conscient. Puis on peut être heureux ou malheureux de la chose, mais encore faut-il qu'on en soit informé. C'est ce qu'on essaie de faire. Je vais revenir à l'endettement parce que je vous écoute, là, je vous entends. Vous êtes préoccupé par les changements climatiques, mais vous êtes drôlement préoccupé par le surendettement et les difficultés que ça impose aux ménages. Et est-ce que ça fait en sorte, justement, que notre modèle va craquer? Puis si notre modèle va craquer, ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de belles choses qui viennent avec la croissance économique, tout n'est pas négatif, qui pourraient être lourdement affectées. Alors, ça m'amène à vous amener sur le terrain de la croissance économique, là, si vous voulez bien. Parce que quand même, vous y consacrez un chapitre au complet. Le chapitre s'intitule quelque chose comme « Nous sommes devenus fabuleusement riches ». Puis visiblement, il y a eu quand même un certain nombre de bonnes choses qui sont venues avec ça. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, là, d'abord. Quels sont les aspects positifs de tout ça, finalement? On retournera ensuite aux difficultés. Bien, il y a des aspects positifs. Je pense qu'il faut les reconnaître. Encore une fois, notre livre se veut factuel, donc on l'aborde de la façon la plus objective possible.
pour nous, le grand changement pour nous, pour à peu près n'importe qui s'intéresse à l'économie, il y a un déclencheur qui est arrivé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, on avait développé beaucoup de notre capacité de production, donc on a voulu accroître notre capacité de consommation. On avait développé des technologies, on avait développé beaucoup nos ressources naturelles. Dans le cas du Québec, ça veut dire Hydro-Québec, ça veut dire les alumineries. L'Ontario, c'est l'industrie de l'automobile, les sables bitumineux. C'est comme si une grande partie de notre richesse avait été acquise en descendant dans le sous-sol, en creusant un peu, puis en disant « Ah, mon Dieu, il y a de l'or. » Ça, c'est le fun. On ne peut pas être contre ça. C'est agréable. Ensuite est venu les changements technologiques. On prend, à titre d'exemple, l'avènement des plastiques. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, tu ne pourrais jamais avoir plein de produits que tu as relativement peu chers si le plastique n'avait pas été inventé, dont notamment l'automobile. Tu prends toutes les composantes plastiques qu'il y a dans une voiture. Si c'était encore en métal, ton auto peserait beaucoup plus lourd, puis évidemment, elle coûterait beaucoup plus cher. Ensuite est arrivé d'autres facteurs, notamment le facteur démographique. L'entrée sur le marché de façon massive des femmes sur le marché du travail, c'est contributif. Tu doubles pas tout à fait, mais pas loin ta force de travail. Ce sont des consommateurs. Tu doubles ta capacité de consommation, puis évidemment, tu doubles ton assise fiscale, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Tu as eu la mondialisation. Aujourd'hui encore, on paie nos vêtements moins cher qu'on les payait dans les années 80. Donc, il y a quand même eu des bons coups. Sauf que là, ce dont on se rend compte, c'est que le dernier coup, là, le plus saillant, c'est l'augmentation du crédit. C'est de dire, bon, mais maintenant qu'on ne peut pas vraiment, on essaye, évidemment, avec l'immigration, pour les raisons qu'on peut comprendre, de faire le coût de l'entrée des femmes sur le marché du travail. On se dit, avec les batteries, ça va être extraordinaire, c'est la révolution industrielle numéro 2. On est convaincu que l'intelligence artificielle, c'est comme l'invention du plastique. Mais ce n'est pas encore avéré. Hein? Entre-temps, ce que l'on a vu apparaître depuis les années vraiment 80-90, c'est l'augmentation du crédit, en disant, dans le fond, plus vous donnez de crédit aux gens, plus ils consomment. Le PIB, il faut bien le comprendre, lui, là, il se dit, moi, je carbure notamment la consommation des ménages. Que la consommation soit basée sur de l'endettement ou que ce soit basé sur de l'épargne, PIB, lui, s'en moque, là. Il va croître pareil. C'est qu'on s'est dit, voici une façon extraordinaire de faire croître. Alors, lorsqu'on défalque la partie de croissance économique, que ce soit une croissance de 3 % par année ou pas, de la partie qui est assujettie à l'endettement, on se rend compte que la croissance réelle est beaucoup moins grande, là, parce qu'on présume que tôt ou tard, coudonc, cet endettement-là, il va falloir le rembourser. Alors oui, ça nous inquiète. Oui, la croissance est importante, mais pas la croissance basée sur n'importe quoi et de n'importe quelle façon. Isabelle et moi, là, je parle pour Isabelle, mais on a eu beaucoup ces discussions-là. On est convaincus qu'une croissance économique, un développement économique à ce point basé sur l'endettement, oui, c'est néfaste. Et même que ça peut être catastrophique. En fait, moi, ça m'inquiète. Mais vous prônez pas d'aller à rebours, c'est-à-dire de faire décroître l'économie. Moi, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas à ça et je pense que on pourrait faire mieux en faisant autrement. Je pense qu'on pourrait se demander comment on peut croître en tentant de rendre l'économie davantage au service des citoyens plutôt que les citoyens au service de l'économie. Parce que Jacques le disait, le PIB se fout que l'argent vienne de l'épargne, de notre revenu ou de l'endettement. Par contre, les institutions financières font énormément d'argent avec la consommation qui, elle, vient de l'endettement. On pourrait vraiment faire autrement sans que ça veuille dire de aller en mode décroissance. Il faudrait peut-être davantage questionner le rapport qu'on a à la possession individuelle et le rapport qu'on a à l'utilisation des choses et distinguer l'utilisation et la possession des objets. Et ça, on va devoir le faire pour des raisons de richesse, pour des raisons d'espace disponible et pour des raisons environnementales. J'y viens aux raisons environnementales parce que, en lien avec la croissance économique, il y en a qui pensent que tout ce qu'on va devoir faire pour faire face au changement climatique, non seulement est tout à fait compatible avec la croissance économique, mais pourrait même l'accélérer. J'ai une citation que j'ai trouvée fort intéressante, d'ailleurs, que j'aimerais partager ici, là, qui est dans votre livre.
en parlant des pays de l'OCDE, je pense que c'est Jacques qui a écrit cette partie-là, en parlant des pays de l'OCDE, donc, il dit « Leurs dirigeants sont convaincus que dans la crise des changements climatiques réside la promesse d'une accélération de la croissance économique et donc du maintien de notre société de consommation. » J'ai comme l'impression, Jacques, que tu n'es pas d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord parce qu'il y a une espèce d'illusion là-dedans. Et les mots sont importants. On va commencer par l'illusion. On va prendre un exemple bien simple, là. De dire, mon Dieu, quelle opportunité extraordinaire que ces changements climatiques, ça va nous permettre de développer toute la filière batterie. On la connaît bien ici au Québec, on en parle beaucoup. Il n'y a pas qu'au Québec où on parle de la filière batterie, soit dit en passant. On est convaincu que si demain, tous les pays changeaient leur parc automobile pour toutes des autos électriques, ce serait réglé et, en plus, on aurait créé de bons emplois bien payants. Mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces batteries-là, premièrement, ont leur propre charge négative en termes de pollution, parce qu'il faut les recycler si on est capable de les recycler et les recycler correctement. Que c'est basé sur l'utilisation de métaux précieux et rares, puis le mot rare n'est pas là de manière fortuite. Donc, à terme, ça limite. Mais surtout, c'est basé sur une aberration, c'est-à-dire que demain, tout le monde aurait une voiture électrique, ben tu n'aurais probablement plus assez d'électricité pour ta sécheuse, puis tu aurais encore des embouteillages, de la congestion, puis il me semble que ça ne nous amène pas au bon endroit. Hein? Bon. Mais il y a des gens qui vont se dire, beaucoup de dirigeants qui vont se dire, oui, mais ça va faire croître le PIB. C'est comme si on venait de trouver, pour une deuxième fois, des sables bitumineux. Là, ça s'appelle... Bon. Nous, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que ça nous amène carrément une confusion dans les mots, et ces mots-là sont importants. Lorsqu'on nous parle de transition énergétique, ben on nous parle de dire on va devenir fabuleusement riche en trouvant de nouvelles sources d'énergie, puis en faisant muter notre secteur industriel vers autre chose. Si on parle, par contre, d'adaptation au changement climatique, là, c'est autre chose. Là, on va parler d'autre chose que de uniquement développer une industrie sur une transition énergétique. Il faut s'adapter, donc ça veut dire qu'il faut peut-être changer notre mode de consommation. Ça, les dirigeants aiment moins ça, entendre ça. Et pourtant, il y a d'autres types de consommation qui peuvent être tout aussi contributifs au PIB, moins nocifs à l'environnement, puis sûrement tout aussi plaisant pour des consommateurs. On pourra en parler longuement, mais moi, je ne suis pas, et je n'ai jamais été de l'école, qui pense que tu mets un travailleur sur une chaîne de montage à faire des batteries, puis ça, c'est un bon investissement qui rapporte du bon argent avec un effet multiplicateur. Tu crées un poste d'infirmière, ça, c'est une mauvaise dépense, surtout qu'elle vient sûrement du public. Puis, c'est comme, on n'a pas besoin de ça en plus. C'est comme si on opposait investissement à dépenses, public à privé. Alors que dans le fond, c'est un peu niaiseux quand on y pense. Parce que si ton travailleur, sa ligne de montage, il tombe malade puis que tu n'as pas d'infirmière pour le soigner, tu vas voir que ça va avoir un impact sur le PIB. C'est clair. Moi, je suis de l'école qui est convaincu qu'à peu près tout ce que l'on fait peut avoir, et non seulement peut, mais a une contribution au PIB. Ça nous permet à partir de ce moment-là de choisir. C'est quoi le genre de développement que l'on veut? Est-ce qu'on veut encore plus d'autos sur les routes, puis éventuellement plus de bitume, parce que plus d'autos veut dire plus d'autoroutes, ou si on veut autre chose. Puis cette autre chose-là, ben, il est évoqué. En ce moment, on parle beaucoup de transport en commun et pas nécessairement pour le mieux. On en parle comme, pas encore cette dépense-là. Puis en plus, le transport collectif, c'est pour les pauvres, puis on en fait déjà beaucoup pour les pauvres. Y a-t-il moyen de raisonner autrement? Je pense que d'avoir un transport collectif, c'est possible, qu'il soit agréable. Il y a assez de monde qui nous écoute, qui ont déjà vécu ou qui ont déjà passé par des villes partout dans le monde. Puis je comprends qu'on n'a pas la densité de population de Strasbourg, ça, je comprends tout ça. Mais quand tu regardes la densité de population qu'il y a entre Québec et Windsor, je comprends toujours pas comment ça fait qu'on n'a pas un train rapide entre ces deux points-là. C'est à peu près la même densité que tu vas avoir entre Paris et Lyon.
Je te rejoins absolument parfaitement là-dessus. Puis c'est en lien avec l'endettement public. On a fait plein de choses avec l'endettement public, mais on n'a pas fait des systèmes de transport collectif dignes de ce nom par rapport à ce qu'on peut voir sur le reste de la planète. Mais on reste quand même comme société obsédée encore aujourd'hui, je pense, par la croissance du produit intérieur brut. Isabelle, j'aimerais te poser la question, est-ce que c'est le bon indicateur? Est-ce qu'avoir un PIB, même par habitant, élevé, ça nous rend plus heureux? Ben non, moi ça, j'y crois pas non plus, surtout quand on regarde les statistiques où on nous dit que 7 Canadiens sur 10 s'endettent d'une année à l'autre. Pas 7 Canadiens sur 10 vivent de l'endettement, mais 7 Canadiens sur 10 s'endettent d'une année à l'autre. Il y a des gens qui sont tolérants à l'endettement, mais il y a des gens que ça rend malade. Moi, je suis convaincue que juste cet élément-là a un impact sur la présence en emploi, sur la disponibilité comme parent, sur la capacité qu'on a d'être heureux. Donc, le développement, oui, moi, je suis pas contre, mais à quel prix et au détriment de qui? Quand on sait qu'il y a seulement les 2 derniers percentiles de notre société qui sont capables d'épargner, on assiste présentement vraiment à l'augmentation des inégalités sociales. C'est ce à quoi on assiste présentement. Et il y aurait toute une analyse à faire autour du discours, Jean l'amenait, le privé, le public, la dépense, l'investissement. Pourquoi investir dans une usine de batterie, c'est une bonne idée, alors que dépenser dans un réseau de transport public, c'est une vulgaire dépense, alors que pourtant, les gens qui prennent le transport, par exemple à Montréal, un consommateur de métro paye 43 sous, paye 43 du 100 de son utilisation par transport. C'est énorme la part du coût de l'individu. On n'atteindra jamais ça dans l'utilisation d'une voiture, l'utilisation des routes, l'impact que ça a sur l'environnement. Un automobiliste ne contribue jamais à ce niveau-là aux structures mises en place, mais ça, on le verra jamais comme ça, on l'entendra jamais de cette façon-là. Ça vaut la peine de se questionner sur les mots, sur les discours qui sont mis de l'avant. Puis c'est ça pourrait être une bonne idée de contribuer au maintien et au développement d'un bon système scolaire, d'un bon réseau de la santé qui n'a pas seulement qu'un impact sur le PIB, mais sur la santé globale de nos citoyens, de notre société, et donc, par ricochet, sur une plus grande capacité d'être un bon parent, une meilleure capacité d'être au travail. On regarde vraiment les choses par le trou d'une paille parfois, et ça, c'est malheureux. Je sais que, puis j'ai lu quelques extraits là, où tu répètes une phrase aussi que la croissance ne doit pas être une fin en soi, c'est un moyen pour avoir une certaine qualité de vie. Absolument. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour moi, l'économie, c'est ça. L'économie, c'est un moyen. Le marketing, c'est un moyen. Je dis à Jacques, si on utilisait le marketing pour promouvoir un extraordinaire réseau de transport en commun, ce serait pas moins du marketing. C'est un moyen, on pourrait décider de faire autrement que de juste vendre des bébelles de plastique à des gens qui n'en ont pas besoin, honnêtement. Sauf que là, pour l'instant, on ne semble pas vivre dans ce genre de société-là aujourd'hui. Donc, on parle de la société de consommation. Ce qui est intéressant, c'est que je crois, mais peut-être que Jacques me corrigera, je crois que les premières fois où on a utilisé cette expression-là, société de consommation, c'était plutôt péjoratif. Hein? C'était... On gaspille, on achète n'importe quoi, on trouve notre bonheur dans la consommation de choses inutiles. Et c'était, si je ne me trompe pas, déjà dans les années 60 et 70 qu'on parlait de ces choses-là. Et plus tard, c'est devenu quelque chose de plus positif. Hein? Moi, je me souviens très bien des attentats du 11 septembre 2001, puis de ce que le président George W. Bush disait à ses citoyens après. Reprenez votre vie normale, allez faire des achats, allez faire du shopping. Sortez ce soir. Oui, c'est ça. et même revenu à la charge en 2006. Un appel patriotique à consommer. Je vous demande d'aller faire du shopping. C'est à peu près ça, là, si je traduis. En 2006, on était... peu de temps avant, finalement, la grande crise financière qui a éclaté aux États-Unis puis qui s'est répandue dans le monde entier. Mais là, ça devenait positif. Puis pour les amateurs de cinéma, notamment le cinéma américain, en général, il y a souvent un moment dans le film où les gens sont super heureux parce qu'ils sont pleins de sacs, ils sortent des boutiques, des artères commerciales et ça les rend heureux. Oui, parce qu'ils appartiennent
à un groupe. Je dis à Jean que ça me fascine comme la société de consommation a invariablement au final comme pivot l'inclusion ou l'exclusion. Et c'est tellement ce qui motive la consommation de plein de gens. Vous avez dû le voir dans notre livre, il y a un petit tableau que je trouve très intéressant qui montre que toute proportion gardée, les gens ont, qu'on soit pauvre ou riche, les mêmes proportions de dépenses pour les mêmes dépenses. Oui, c'est fabuleux. Ça. Parce qu'on veut faire partie du groupe. Sinon, on est exclu. Et c'est ce qui... Cette semaine, j'ai quelqu'un dans mon bureau, puis elle vit des difficultés financières, puis elle s'est achetée en friperie un manteau de 35 $, très beau manteau, elle est très contente, ça répond à ses besoins, mais elle me dit les yeux pleins d'eau, moi, je vaux un North Face de 350 $. Puis j'ai dit, ben non, t'es bien plus belle que ça. Tu vaux pas ça, mais je trouvais ça tellement fascinant, le choix du mot. Puis j'ai dit, j'imagine aussi que tu vaux d'être propriétaire, tu vaux d'avoir une voiture de l'année, tu vaux de faire 2 voyages par année. Les larmes coulaient, elle me dit oui. C'est grave. T'es exclu, t'es isolé socialement parce que t'as des difficultés financières et c'est sur ce pivot-là que la société de consommation joue. Et ça devrait pas exister. Alors là, je voudrais justement qu'on essaie de mieux comprendre comment on en est arrivé là. Hein? Puis, il y a des forces là, qui dépassent chacune des personnes, évidemment, mais on l'a créée quand même, cette société-là, tous ensemble. Les gouvernements, les entreprises, les citoyens, tous ceux qui contribuent à former les opinions des uns et des autres. Et Jacques, je vais commencer avec toi parce que honnêtement, là, moi, quand je suis arrivé sur cette partie-là du livre, j'ai noté la citation, parce que je trouvais que c'était une citation qui était particulièrement intéressante venant d'un professeur de marketing. Hein? Tu as écrit la chose suivante, puis je vais te demander de commenter. Tu as écrit « Pour avoir vécu ces 50 dernières années au cœur même de l'action marketing, il m'arrive de penser à cette évolution de notre société comme étant la conséquence de l'étrange aventure du marketing. Non pas aventure comme dans l'aventure de la conquête de l'espace ou l'aventure de la découverte du Far West. Non, l'aventure comme dans avoir une aventure, comme dans tromper quelqu'un. Cette sorte d'aventure qui bouscule tout sur son passage, pleine de sentiments débridés, de mensonges, de supercherie, mais aussi d'amour. Alors, Jacques, est-ce que c'est un mea culpa? Est-ce que tu as décidé de rompre avec le monde dans lequel tu as fait pratiquement toute ta carrière? Que je défroque. Non, pas du tout. En fait, comme je le mentionnais, moi, je suis d'une école très puriste là, en marketing, c'est-à-dire ce qui est de dire on s'attarde aux besoins des consommateurs. Bon. Lorsque le marketing a commencé, je vais prendre 2 minutes, je pense, pour l'expliquer. J'y ai fait allusion tout à l'heure, mais je vais y revenir. Le mot marketing, il apparaît dans la littérature scientifique notamment et dans la littérature économique au début des années 1920, j'entends. Et c'est le ministère de l'Agriculture américain qui se dit, on a un problème. On produit très bien plein de produits, mais il y a des consommateurs à l'autre bout qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à les consommer, simplement parce qu'entre le producteur et le consommateur, on est terriblement inefficace. Et là, il y a toute une commission qui se met en place et le mot qui est à l'époque pas un nom mais un verbe, marketing, the marketing of, est né. Et là, c'est de dire sur le plan logistique comment on fait pour briser le gaspillage, pour ramener les produits des producteurs aux consommateurs de manière la plus efficace et la moins coûteuse. Et on a réussi à le faire. On a réussi à le faire, sauf que progressivement, par la suite, on s'est dit, on peut faire mieux. On peut faire consommer davantage. Si on fait consommer davantage, on peut faire produire davantage. Et jusque-là, moi, ça me pose aucun problème. Comme je dis, si on était tous assis sur une mine d'or, puis si cette mine d'or-là n'avait pas d'effet négatif sur l'environnement, mon Dieu, on devrait descendre dans notre sous-sol tous les matins, prendre un petit lingot d'or, puis aller se payer ce que l'on veut, parce que la consommation,
c'est plaisant. Ça génère un rush qui fait en sorte qu'on est plus heureux, puis on aime ça, puis ça nous rend euphorique. Bon, on le sait. Les gens de marketing le savent très bien. On a joué là-dessus. De sorte que progressivement, il s'est implanté une école dans les années 70 qui disait, c'est pas tant les besoins que les désirs, les rêves que l'on devrait flatter. Même jusque-là, Martin, moi, je suis encore à l'aise avec ça. Pourquoi pas? Tu sais, ça fait plaisir, pourquoi pas? Là où je commence à être beaucoup moins à l'aise, c'est lorsqu'on se rend compte que pour ce faire, à la fois au niveau micro et au niveau macro, notamment fiscal, là, on commence à se dire, il faudrait qu'ils consomment encore davantage. Là, tu te dis, oui, mais il n'y a plus d'or dans le sous-sol, là. Tu sais, on est rendu à des niveaux de consommation d'à peu près 80 000 par année par ménage, alors que les revenus sont encore à 60 000. Donc, on creuse. Ce à quoi Isabelle faisait référence, c'est vrai qu'il y a 7 ménages sur 10 qui, d'une année à l'autre, s'endettent de plus en plus. Là, moi, ça commence à me créer un malaise. Parce que, évidemment, si en plus, on rajoute à ça les changements climatiques, là, ça me crée un sacré malaise. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est non pas que je me suis trompé tout ce temps-là. Ça avait beaucoup de sens, tant qu'on avait les moyens de le faire correctement, puis que ça n'avait pas trop, ou que on ne voyait pas trop, on n'était pas conscient des impacts sur l'environnement. Mais une fois qu'on dit ça n'a plus de sens sur le plan économique, ça me fait peur. Parce que je suis le premier à dire, attention, si on continue dans cette direction-là, non seulement on va, mais on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Sans compter les effets, évidemment, environnementaux. Et là, j'arrive pas à dire « Ah, mon Dieu, je vais aller me pendre au premier lampadaire parce que c'est effrayant, j'ai créé Frankenstein. » Pas du tout. Je suis cohérent. Je demeure convaincu qu'on a plein de besoins. Puis que les gens de marketing comme moi, on peut être extrêmement utiles à faire comprendre que, pas à faire comprendre, pas à essayer de pousser un besoin, à bien faire comprendre, notamment, soit à nos dirigeants, soit à des groupes de consommateurs, soit à des organisations qui pourraient se mettre ensemble pour avoir une offre partagée qui a des façons différentes d'amener une réponse à des besoins de consommation sans que pour autant on se mette de plus en plus dans le trouble. C'est pas mal plus compliqué pour des gens de marketing de dire, on va mettre sur pied, parce que ça répond à un besoin, un truc comme de l'autopartage. Honnêtement, là, c'est beaucoup plus difficile parce que il faut que tu te battes contre des moulins, il faut que tu trouves la structure de financement, il faut que tu trouves la façon d'assurer ce parc automobile-là, ce qui n'était pas évident à l'origine. C'est bien plus facile de dire, m'a développé un nouveau modèle de Ford ou de GM ou quelque chose, parce que ça, on sait faire. Mais ça demande du courage. Et pourtant, les gens de marketing, ce sont souvent, pas tous, mais des gens de courage, des gens qui aiment le challenge, aiment changer les choses. Moi, j'y crois encore. Puis, j'ai rencontré dans ma carrière beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui m'ont dit, moi, j'ai lâché le marketing parce que j'y croyais pas, mais si j'avais pu contribuer à travailler sur telle chose, travailler, par exemple, sur le transport en commun, sur l'autopartage, sur éventuellement des modèles de commercialisation différents, ça m'aurait plu. Et on commence à le voir dans certaines organisations. On parle de Decathlon, entre autres, qui commence à avoir un système où, plutôt que de vendre à l'unité des produits, des articles de sport, vendent littéralement des abonnements, un peu comme une bibliothèque. Là, tu payes tant par année, puis tu peux aller chercher, au fur et à mesure où tu en as besoin, un kite, un set de golf, une raquette de tennis. Puis quand on y pense, c'est pas con. Parce que si tu as tout ça dans ton sous-sol, ça te prend un plus grand sous-sol, il faut que tu payes pour. Puis 2, si tu as des raquettes de tennis, un kite, une planche à neige, des skis et tout ces quantités, par définition, tu as probablement 6 produits sur 7 qui ne servent à rien parce que, évidemment, tu ne fais pas 7 sports en même temps. C'est un peu niaiseux parce qu'on s'endette pour cristalliser des actifs qu'on n'utilise pas. On pourrait ajouter à ça l'auto, on pourrait ajouter plein d'éléments qui font que notre argent adore là, finalement, et elle perd de la valeur. Mais dans cette section du livre, là, si je ne me trompe pas, vous êtes un petit peu plus opposés l'un à l'autre ici. Donc, le marketing est-il une solution? A peut-être été un problème dans une certaine vision. Peut-il être une solution? Je sentais dans tes écrits un peu de scepticisme, Isabelle. Je pense que le marketing, c'est un symptôme.
c'est un symptôme de choix de société. Donc, je ne sais pas si on frappe au bon endroit, si on frappe sur le marketing. Tu sais, pour moi, ça reste un moyen, le marketing, puis on pourrait l'utiliser vraiment autrement. On pourrait l'utiliser pour recomposer justement le discours de la droite, de la gauche. Tu sais, on se présente à droite puis à gauche, puis tu sais, c'est aussi un peu une blague parce que je dis toujours à Jacques, peu importe d'où on vient, on va avoir besoin de toutes les bonnes idées. Et je pense que le marketing pourrait vraiment avoir la force de recomposer des discours et de permettre aux gens de voir les choses autrement, de voir le transport en commun comme un investissement social. Honnêtement... Et économique. Économique, absolument, économique. Parce que de l'argent dépensé pour faire travailler des gars qui développent un métro puis des femmes qui développent un métro, c'est au moins aussi payant que des gens qui travaillent pour générer des nouvelles batteries. Il faut se le dire, là, la nouvelle filière batterie, avec ce que le gouvernement avait au départ comme subvention, chaque job nous coûte 1 300 000 à chacun d'entre nous au Québec. C'est pas des jobs qui sont donnés non plus. Puis on n'en entend pas beaucoup parler. Lorsqu'on parle de marketing, il y a un truc dont je rêve depuis longtemps. Toi, tu l'as été, tu as été en politique active, tu as fait des trucs extraordinaires, tu as eu le courage de le faire. Si j'avais le courage de le faire et de le réussir, dans mes rêves les plus fous, là, j'aimerais ça aboutir, probablement qu'il n'y a pas un premier ministre qui me le permettrait, mais j'aimerais ça aboutir comme ministre du Revenu. Et la première chose que je ferais comme ministre du Revenu, c'est de changer le marketing de nos instances de Revenu Québec, notamment. Parce que, quand on y pense, là, regarde bien, tu reçois une enveloppe de Revenu Québec, OK? Tu as l'impression que ça vient d'arriver directement de la Gestapo des années 40. Non, sans blague. L'enveloppe, elle est brune. Tu as l'impression que ça va te sauter d'en face puis que tu as fait un mauvais coup. La première chose que je ferais, là, si j'étais responsable de Revenu Québec, c'est de dire merci. Merci de contribuer, de payer vos impôts. Voici à quoi ça sert. Voici ce que ça nous donne comme société. Je mettrais l'enveloppe beaucoup plus attrayante, beaucoup plus attractive, puis peu importe, je commencerais d'abord et avant tout en disant merci. C'est la première chose que je ferais. Et ça naît du marketing. Parce que c'est fou à quel point les gens ont besoin de se faire reconnaître. On parle de besoin, là, ben, il y en a un, là. De se faire reconnaître comme étant des contributeurs à une chose auquel ils croient. Et moi, je pense que la majorité des citoyens au Canada, au Québec, sont convaincus qu'ils font une différence puis ils adhèrent à nos choix sociaux. Mais on leur dit tellement peu souvent. Par contre, si tu oublies de faire un provisionnel, t'es 2 semaines en retard, et tabarnouche, là, on va te le taper ses doigts, ce sera pas long. Oui, puis ce qu'on va te dire invariablement, c'est, achète-toi des REER, ça va permettre de réduire ton revenu puis de payer moins d'impôts. Ça, on nous le dit. Il y a un petit... c'est pas dans votre livre, mais si vous me permettez, à cause de mon propre background d'économiste, j'aimerais vous amener, du moins à partager vos vues là-dessus avec moi. Il y a un petit éléphant dans la pièce pour moi dans tout ça. Puis l'éléphant dans la pièce pour moi, c'est... Parce que là, actuellement, évidemment, les taux d'intérêt sont plus élevés que ce qu'ils ont été dans un passé quand même relativement récent, là. Mais lorsque vous me parlez de l'augmentation très, très, très importante de l'endettement des ménages, on a incité les gens à consommer davantage dans certains cas. Les gouvernements eux-mêmes l'ont fait à certains moments. Les institutions financières y ont trouvé leur intérêt. Mais on a quand même une mission sociale qui est celle du contrôle de l'inflation qui est assumée par, ici, notre Banque du Canada, aux États-Unis, la Réserve fédérale. Et avant les taux élevés des dernières années, on a eu des taux, mon Dieu, probablement les plus faibles de l'histoire. Est-ce qu'en quelque part, parce que là, on parlait de Revenu Québec puis de comment on s'adresse aux contribuables. Tout à l'heure, on a parlé aussi de qu'est-ce qui est un investissement. Hein? Alors, investir dans la santé et investir dans l'éducation, c'est tout aussi, sinon plus important que beaucoup de nos placements dans des entreprises. Oui, mais je me souviens d'un ministre qui a déjà dit qu'une infirmière de plus serait une infirmière de trop.
C'est une drôle de façon de voir le système parce qu'évidemment, les gens ont besoin de l'infirmière de plus. Ils en ont besoin de l'infirmière de plus. Et c'est un sujet important. Donc, je vais là-dessus. Est-ce qu'en quelque part, on n'a pas en place des politiques? Puis là, je vais du côté là, d'une institution dont on n'a pas parlé encore, qui s'appelle la Banque du Canada. Ben eux, à chaque fois que la croissance s'affaiblit un peu et que l'inflation n'est pas trop un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les taux et ils disent « Allez, empruntez! Empruntez! » Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose qu'on doit regarder de plus près? Je pense en fait qu'on devrait développer un autre rapport au concept de développement. Et est-ce que ce 3 % qu'on connaît depuis un moment, ce 3 % de développement du PIB annuel qu'on connaît depuis un moment, qui est devenu une norme, hein? C'est devenu une norme, puis en bas de ça, pas de salut. Ça, je pense qu'on pourrait questionner ça. Et ça, je pense que l'environnement va nous obliger à questionner ça. Quoique, mon Dieu, je le dis, puis je doute de moi-même. Parce qu'on a la couenne dure. Tu parlais des taux d'intérêt, Martin, et puis c'est assez fascinant parce que c'est vrai qu'on est parti d'un taux directeur de 0,25, littéralement au plancher, dans le bas du baril, là. Puis, hop, à un moment donné, tu es rendu avec un taux directeur qui est monté jusqu'à 5,75. Évidemment, la marche est énorme. Bon. Mais si tu prends un peu de perspective, je suis assez vieux là, pour dire que dans le fond, un taux à 5, c'est à peu près le taux moyen des 50 dernières années. Là. Il n'y a pas de quoi écrire à sa mère. On n'est pas des années 80. Non, c'est ça. Sauf si tu pars de 0,25 à 5,75. Pour moi, là, 0,25, 5,75, c'est encore dans la partie basse du baril, sur un plan historique. Ce que l'on a appris au cours des dernières années, c'est qu'on avait tellement plus de marge de manœuvre que de revenir au taux moyen qui est 5,75 sur 50 ans, ben c'est inconcevable parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Le premier article que j'ai écrit, ça nous ramène loin, là. Le premier article que j'ai écrit où je disais, je commence à m'inquiéter de l'endettement des ménages, je l'avais écrit dans Le Devoir et l'endettement des ménages sur l'endettement total des ménages sur le revenu disponible était à l'époque de 89 % à peu près. On est rendu à 189, on est rendu à 190, donc on est rendu beaucoup plus loin. Bon. À l'époque, c'était exactement la même époque où Jacques Parizeau était revenu comme prof au HEC. Et j'avais le grand honneur d'avoir mon bureau à côté du sien. M. Parizeau, que tu as bien connu, c'était un politicien flamboyant, mais sur le plan privé, il était très discret. Et à un moment donné, on se croise dans l'ascenseur, puis il me dit « Comment allez-vous, M. Nantel? » Bon, hein? Et je lui dis « Écoutez, M. Parizeau, peut-être que, je ne suis pas économiste, mais je suis inquiet par l'endettement des ménages. » Et je me souviendrai toujours de la réponse qu'il m'avait donnée. Il dit « Vous savez, M. Nantel, l'endettement des ménages, c'est le canari dans la mine de charbon. C'est par là que les problèmes commencent toujours. » Puis ça m'est toujours resté. Alors, quand je regarde le taux d'endettement des ménages, je comprends qu'on pourra trouver toutes sortes de raisons pour le justifier. Mais lorsqu'on est rendu à 190, c'est toujours croissant. Oui, ça m'inquiète. Et puis, je ne souhaite pas nécessairement, honnêtement, de revoir les taux d'intérêt retourner à 0,25, bien que j'ai des enfants qui ont des hypothèques et tout. Je comprends très bien ça. Parce que si on retourne là et que l'inflation reprend, puis Dieu sait qu'il y a 3-4 indicateurs qui nous amènent un peu dans cette direction-là, bien, forcément, les taux vont remonter. Puis là, on va être encore pris dans à monter l'Everest là, en dedans de quelques mois. Puis on veut pas ça. Mais en fait, c'est pire. On ne peut pas ça. Si on avait encore de la marge de manœuvre, on serait capable de le faire. Mais on n'a plus de marge de manœuvre. Et là, le problème. Oui, une bonne part de cet endettement-là, c'est immobilier, c'est la maison. Si je peux me permettre, oui. Puis les chiffres sont quand même assez intéressants. C'est pas tout le monde au Québec qui a une maison. C'est pas tout le monde au Canada qui a une maison. Donc, c'est à peu près 60 % des ménages ont une maison. De ce 60 % c'est pas tout le monde qui a une hypothèque ou qui a encore une hypothèque. C'est 60 % de ces gens-là qui ont une hypothèque. Donc, 60 de 60, c'est 36. Oui. Bon, mettons-le, chiffrons, 40 % ont de la dette immobilière. Mais coudonc, 600 % des gens sont endettés, puis que 40 % ont une dette immobilière, il doit y avoir de la dette ailleurs un petit peu.
Mais pour le jeune qui arrive, là, quand on parle d'insoutenabilité de cette situation-là, pour le jeune qui arrive, acheter une maison au prix actuel, même à des taux d'intérêt très faibles, c'est devenu du domaine pratiquement de l'impossible. Donc, c'est peut-être le canari dans la mine, là, c'est peut-être le super canari dans la mine qu'on a devant les yeux. Absolument. L'immobilier, absolument. L'endettement des ménages puis l'immobilier, c'est vraiment deux catalyseurs en termes de lecture. Alors, il faut qu'on se projette forcément dans l'avenir. Là. On a parlé des problèmes de notre société de consommation, puis tous les deux, vous êtes convaincus et convaincants du fait que c'est insoutenable. Et si c'est insoutenable, ben, il va falloir qu'à un moment donné, on fasse autre chose, qu'on vive autrement. Ça, c'est absolument certain. Est-ce qu'on va y être obligé ou on aura la sagesse d'avoir posé les gestes pour éviter que ce soit une crise qui nous y amène, mais beaucoup plus des choix conscients, assumés et pris à temps, des décisions qui sont prises à temps. Et c'est dans votre livre un petit peu, mais j'aimerais qu'on élabore un peu plus là-dessus. À ce moment-là, on remplace cette société de consommation qui visiblement a des problèmes, là. On la remplace par quoi? Et peut-être encore plus important, comment est-ce qu'on va faire pour la remplacer, cette société de consommation? Comment vous voyez les choses? Isabelle y a fait allusion, puis je vais la laisser poursuivre là-dessus. Je pense qu'on peut y arriver. En fait, moi, je suis convaincu, on est convaincu qu'on peut y arriver si on réussit à comprendre que pour consommer, pour utiliser quelque chose, on n'a pas la nécessité, on n'a pas l'obligation de le posséder. Puis là, ça peut sembler abscon là, comme différence, mais je vais commencer par un exemple très simple. Les bibliothèques. Ça existe depuis longtemps, les bibliothèques, là. Bon. Tu peux lire un livre sans avoir à l'acheter. Tu vas à la bibliothèque, tu l'empruntes. Ça existait à l'époque d'Alexandrie, ça existe encore aujourd'hui, c'est pas une mauvaise idée. Quelle est la probabilité que tout le monde au Québec soit en train de lire le même livre en même temps? C'est assez faible. Donc, on peut se partager un livre. Bon. Ça veut dire que pour utiliser l'utilisation du livre, je n'ai pas à le posséder. Bon. Et ça n'a pas besoin de dire qu'il faut que ça soit du domaine public. Tu peux avoir des organisations qui se mettent des consommateurs qui se mettent ensemble pour se doter d'une bibliothèque, des citoyens qui se mettent ensemble pour partager des choses. L'autre exemple que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui de la piscine. N'importe qui a atterri à Dorval à un moment donné en été, je veux dire, c'est aberrant, c'est fou le nombre de petits points bleus que tu vois quand tu atterris. À peu près tout le monde a une piscine hors terre dans sa cour. Or, c'est intéressant, une piscine hors terre, une piscine creusée au Québec, on l'utilise à près 10 fois par année. Et la qualité de l'eau, ça c'est démontré, d'une piscine privée est pire que celle d'une piscine publique parce qu'on ne fait pas ces tests, on ne soigne pas trop, on fait un backwash quand le beau-frère vient parce que là, on voudrait qu'elle soit propre. Mais dans une piscine publique, je veux dire, c'est testé 4 fois par jour. C'est peut-être mieux de partager certains produits. Donc, tu peux l'utiliser sans le posséder. Puis encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut que ce soit du domaine public puis on envoie tout à Québec pour qu'ils financent tout. Ça peut être des coopératives, ça peut être une mutualisation. Il y a bien des façons. Puis Dieu sait qu'au Québec, on a déjà été assez bon dans ce domaine-là. Il y a des entreprises privées maintenant qui le font et qui font même beaucoup d'argent avec ça. Spotify, iTunes Music, c'est ça. On va dire que ça crée d'autres problèmes, là, j'en suis. Mais tu n'as pas besoin d'avoir, comme il n'y a pas si longtemps, une discothèque avec plein de CD qui ne servent à rien, où tes capitaux sont pris, puis ça se déprécie d'une année à l'autre, même d'une journée à l'autre, alors que pour un petit montant par mois, tu peux avoir accès à toute la musique du monde. Bien, je veux dire, ça, c'est une entreprise privée qui y a pensé. Mais c'est une collectivisation d'un bien. Plus on va aller vers ça, puis les condos, la densification de l'habitation, c'est un exemple. Pourquoi chacun avoir une salle de télé, une salle de gym, 2 bureaux à la maison, puis une piscine, si possible, alors que si tu mutualises ça, puis le condo le fait assez bien, bien, tu peux être propriétaire. Tu peux être utilisateur de tout ça sans en être entièrement propriétaire. Isabelle, est-ce que les citoyens le demandent? Est-ce que tu sens qu'il y a une demande citoyenne, notamment auprès des gouvernements, mais auprès des entreprises privées, comme vient de le dire Jacques, pour qu'on fasse ce virage-là? Bien, je pense que les gens, de façon générale, sont très attachés au concept d'individualité. Hein? On a ce concept-là, on a poussé dessus parce qu'il permet une surconsommation.
que chacun ait sa voiture, que chacun... Tu sais, les ménages sont de plus en plus petits et pourtant les espaces occupés sont de plus en plus grands. Il y a généralement autant de voitures que de personnes qui composent le ménage. Et les gens ont fini, je pense, par associer ce type de consommation-là à la liberté et au confort. Fait que je pense qu'il y a des paradigmes vraiment importants à changer pour permettre aux gens de réaliser qu'on n'échange pas nécessairement notre confort contre ce type de changement-là. Réaliser que ta voiture te coûte présentement au Canada net par mois 1 380 $ alors que 80 % du temps n'est pas utilisé. Ça donne quand même de la marge de manœuvre parce que cet argent-là, tout à coup, revient dans tes poches et ça ne suppose pas que tu n'as plus accès à une voiture. Mais on a vraiment réussi à associer des éléments. Et ça, c'est le marketing là, très bien fait. Il n'y a pas une pub de voiture qui n'utilise pas le mot liberté, autonomie, plaisir. Ça me fascine. Il n'y a rien de plus coûteux et d'inutile qu'une voiture. Pourtant, on a réussi à faire croire que chacun en avait, mais un besoin intrinsèque, même en ville, quand tu te fais suer à tenter de te stationner, à tenter de te déplacer, l'idée est foncièrement intégrée. Fait que je pense qu'il faut vraiment, justement, faire un exercice de marketing autour du maintien du confort, autour du maintien du plaisir, de la liberté, mais en changeant notre rapport à la possession. Et ça, je pense que c'est possible. C'est vraiment une grande liberté. Moi, je suis abonné à Communauto, c'est au coin de la rue, j'ouvre mon application, je me réserve une voiture, je l'utilise, je la retourne, je change pas les pneus, je change pas d'huile, j'ai pas besoin de manquer du travail pour aller au garage m'occuper de ça, j'ai pas besoin de gratter mon entrée, C'est énorme le stress que tu as en moins et en plus, cette dépense-là devient une dépense variable. Si j'ai un pépin, j'ai juste arrêté de l'utiliser. J'ai la chance d'avoir d'autres options de transport en commun. Mais pour arriver à concevoir ça, il faut que tu puisses le vivre. Ouais. Et en région, c'est pas rendu. Et dans plein de secteurs de Montréal, c'est pas rendu parce qu'on perçoit encore le transport collectif comme une dépense. Donc, il y a des vrais gains économiques tangibles à vivre autrement. Donc, il va falloir que quelqu'un les explique, que quelqu'un les vende au public et que le public, des citoyens qui vont voter aussi, ultimement, quand il s'agit du gouvernement qui doit être impliqué, c'est pas toujours le gouvernement, mais quand c'est le gouvernement, il faut que les citoyens demandent au gouvernement ce type de politique-là. Absolument. Puis, il y a des avantages économiques et sociaux. Moi, je pense vraiment qu'on peut gagner sur tous les plans et il y aura à terme des avantages environnementaux. Oui. Et lorsque tu dis, il faut les vendre, ces idées-là, il faut les vendre, ces concepts-là, c'est pour ça que je suis encore très optimiste sur l'avenir du marketing. Je suis heureux de t'entendre parce que tu as fait une belle carrière en marketing puis on veut t'entendre encore. C'est gentil. Alors, Isabelle, Jacques, écoutez, ça a été pour moi un grand plaisir d'avoir cette occasion de converser avec vous. Le livre que vous avez fait ensemble, venant d'horizons différents, est passionnant. J'en conseille la lecture à tout le monde. Donc, je rappelle, c'est un livre qui a été publié très récemment, en 2024, aux éditions Somme Toute. Ça s'appelle « Sans effet de notre société de consommation ». Mais c'est pas un livre pessimiste, comme on vient de l'entendre à la fin de notre conversation. Il y a des alternatives, il y a des façons d'aller de l'avant dans une société qui pourrait être même, pas seulement plus juste, là, mais qui pourrait mieux vivre. Puis ultimement, l'économie, à quoi ça sert si c'est pas justement de mieux vivre? Absolument. Alors, un gros merci à vous deux. Merci à vous. Merci.